cette page des actualités nationales que nous débutons par ceci. Les amicales de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont tenu à attirer l'attention de l'opinion publique sur la situation extrêmement préoccupante concernant les retards significatifs notés dans l'achèvement des travaux et la livraison des pavillons de 1000 lits, du nouveau restaurant et du nouveau service médical. En effet, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, lors de sa visite à notre université, avait promis que ces chantiers, rappelons-le, en phase terminale, seraient bientôt livrés afin de soulager la surpopulation au niveau du campus social. Malheureusement, nous constatons avec inquiétude que les travaux n'avancent pas comme prévu. Pire encore, aucun ouvrier n'a été aperçu sur le site de construction depuis lors, déplorent les amicales. Cette situation est alarmante car si ces chantiers ne sont pas livrés dans les plus brefs délais, la promiscuité dans les campus sociaux risque de devenir catastrophique. La capacité d'accueil des chambres et des restaurants universitaires est déjà atteinte, exabérant les conditions de vie et d'études. En présidant la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général hier, Bassirou Diomaye Faye a annoncé une réforme du système éducatif en mettant l'accent sur le développement de l'enseignement des sciences et l'introduction des langues nationales. D'après le président de la République, le Sénégal a besoin de scientifiques pour faire face aux défis des temps présents et à venir. De même pour lui, mettre l'école au service de la souveraineté nationale, c'est aussi poursuivre l'intégration des langues nationales dans notre système éducatif. En cela, indique le président de la République, l'éducation est le socle sur lequel repose toute société juste, équitable et prospère. Poursuivant ses propos, il ajoute qu'elle est le rempart contre l'ignorance et les inégalités et levier de la transformation sociale. L'État du Sénégal a consenti d'importantes mesures ces dernières années pour améliorer la gestion des urgences médicales. Sur cette base, la Cour des comptes a investi une mission de contrôle des politiques et programmes publics, a pris sur elle de mener une mission d'évaluation pour voir comment les urgences sanitaires sont gérées au Sénégal. Le lancement de cette mission a eu lieu hier à Dakar sous la présidence effective de M. Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes. C'était sous la présence de toutes les parties prenantes de la gestion des urgences sanitaires au Sénégal. Mamadou Faye a expliqué que cette première mission d'évaluation du genre en Afrique vise à apprécier la qualité et l'efficacité du dispositif national de prise en charge des malades en situation d'urgence, aussi bien qu'en pré-hospitalier qu'en hospitalier. Il a ensuite évoqué les efforts remarquables que le Sénégal a fournis dans la gestion des urgences sanitaires à travers notamment la création et la mise aux normes de services d'accueil et d'urgence et des unités d'accueil et d'urgence, mais également le renforcement des moyens d'intervention du service d'assistance médicale d'urgence et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a réuni hier le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, les directeurs nationaux et les chefs de service afin d'examiner les requêtes du comité. Lors de cette réunion préparatoire, Jean-Baptiste a rappelé l'importance de cet événement religieux. Serigne Bass Abdoukadre Mbaké, porte-parole du Khalife général des Mourides et président du comité d'organisation, a d'abord salué l'implication du ministre dans les préparatifs. Nous sommes témoins de l'intérêt que vous portez aux familles religieuses, a-t-il magnifié, mais le porte-parole du Khalife a alors, dès sa prise de parole, mis l'accent sur les problèmes d'assainissement de la ville sainte et a appelé à investir dans ce secteur. Malgré les efforts des différents dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays, le mal persiste. Le problème de vidange et d'évacuation reste persistant. Nous vous demandons d'y accorder une attention particulière pour une meilleure tenue du Magal, a-t-il formulé. La problématique de l'accès à l'eau est aussi fréquemment revenue sur la liste. Les différents services concernés, à voir la CNO, l'Office des forages ruraux, la SONES, ont rassuré en ce sens. La mise à disposition de 24 châteaux d'eau, d'une 50aine camions-citernes et la distribution correcte
correcte de l'eau sont entre autres les engagements pris. Les autres services, à savoir la Sénélec, la Sonatel, le ministère du Commerce, le ministère de l'Élevage, le ministère de la Santé, le service d'hygiène, la Société nationale de gestion intégrée des déchets ont également tenu à rassurer le comité d'organisation. La police et la gendarmerie ne sont pas en reste, affirmant que le maximum de moyens sera mis à contribution pour que le Magal se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous bouclons cette page par ceci. Dans la journée du 4 juillet dernier, à hauteur du rond-point OMG, Afal, qui conduisait une moto, a persécuté le véhicule d'un commandant. Celui-ci faisait partie des éléments chargés du jalonnement du cortège du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le paramilitaire qui était dans une 4x4 s'est évanoui et a retrouvé ses esprits à l'hôpital. Afal a été interpellé le même jour. Le mis en cause a été attrait hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour blessure involontaire, défaut de maîtrise et mise en danger de la vie d'autrui. Tout comme lui, le propriétaire de la moto M. Bousso est également interpellé. Il répondait du délit d'abandon d'un véhicule à un tierce. Interrogé, Afal a soutenu qu'il roulait doucement. On peut dire donc que si tu avais roulé à vive allure, le commandant serait mort parce que quand tu l'as persécuté, il s'est évanoui, lui a lancé le juge, président la séance. Pour sa part, la représentante du ministère public a requis l'application de la loi pénale. La défense a expliqué que les prévenus sont issus du même village. Bousso a acquis une moto et l'a remise à Afal pour qu'il fasse des livraisons et autres courses. Ils sont tous les deux des analphabètes en français et le conducteur ne maîtrisait visiblement pas les obligations du code de la route. J'ose croire que leur détention depuis le 11 juillet dernier leur a servi d'avertissement, a fait savoir l'avocat. C'est pourquoi il a estimé que le tribunal peut leur permettre de recouvrer la liberté et de se conformer à la loi. La partie civile qui a été absente à l'audience a fait une lettre de désistement. Le tribunal a fixé le délibéré le 5 août prochain. L'Alliance pour la République va-t-elle résister à cette vague de départ après la perte du pouvoir? Comme le PS en 2000 et le PDS en 2012, le parti de Macky Sall n'échappe pas au syndrome de la perte du pouvoir. Après Aliou Sall, Zahra Iyane Thiam, Cheikh Oumar Anne, c'est au tour de Doudou Ka d'officialiser son départ de l'APR. Qui aurait pensé que ces noms quitteraient un jour le président Macky Sall? Ses responsables n'ont jamais apporté la moindre opposition au leader de l'APR dans l'exercice du pouvoir. Pour eux, tout ce qu'il faisait est bon, tout ce qu'il disait l'est encore mieux. Aujourd'hui que ce dernier n'a plus le décret entre les mains, les griefs s'accumulent sur le chef de l'APR. Cette ruée vers Amadouba est considérée par certains fidèles de Macky Sall comme une trahison, une vague de départ qui intervient dans un contexte où le contrôle du parti est agité. À quelques mois des élections législatives, l'Alliance pour la République traverse une saignée politique. L'ancien parti au pouvoir joue donc sa survie et son chef devra faire preuve d'ingéniosité politique pour maintenir le moral des troupes et s'acheminer vers les échéances futures. Le coup d'État au Niger vient de boucler un an. Le général Tchani a arraché le pouvoir en juillet 2023 des mains du président Mohamed Bazoum, replongeant le pays dans un cycle d'incertitude et de rupture inconstitutionnelle. Le Niger avait pourtant semblé réussir sa transition démocratique avec les 2 mandats du président Youssoufou. Ce dernier a même refusé de céder aux injonctions à demander un 3e mandat malgré des encouragements dans son camp et le contexte régional avec des chefs d'État qui ont cédé à la tentation de prolonger leur bail par des manipulations constitutionnelles. Abdourahmane Tchani a confisqué le pouvoir en prenant comme prétexte la dégradation de la situation sécuritaire du pays et la malgouvernance. Un an après, il a fait pire que son prédécesseur en termes de bilan. Depuis juillet 2023, environ 2000 personnes ont été tuées, soit une augmentation de 108% par rapport à 2023 dans le pays, selon des sources de l'ONG ACLED. Les Nigériens font face à des conditions de vie difficiles, avec notamment l'inflation et la difficulté à réduire la pauvreté galopante dans le pays.
Il n'y a plus de démocratie au Niger et la liberté d'expression est malmenée avec des journalistes embastillés, voire menacés, si leur opinion dérange les putschistes. Un bon putschiste et populiste, le général Tchani s'accroche à la France comme bouc émissaire, accusé de soutenir le régime déchu de Bazoum et de piller le Niger sans aucune preuve tangible. C'est dans lui aussi à la tentation du parapluie russe. Au même titre que Assimi Goïta et Traoré, il a fait venir des miliciens de Wagner dans le pays. Ainsi, Tchani plonge le Niger dans l'aventure de l'AS, fragilisant davantage le processus d'intégration, pourtant au cœur du projet de la CEDEAO. Le général Tchani use de vieilles méthodes éculé du complotisme et de la propagande. Il compte sur les réseaux sociaux des activistes pro-russes et soutenus par les jeunes putschistes Nathalie Yamb et Kémi Seba. Mais la plus grande tâche du régime de Tchani depuis un an, c'est la prise d'otage du président Bazoum, détenu avec son épouse depuis juillet 2023, du fait de son refus de démissionner et d'avaliser le coup d'État, quitte de la volonté de la CEDEAO d'user de tous les moyens possibles pour libérer Bazoum, président légitime et légal du Niger. L'annonce du préfet de Dakar sur le nouveau plan de circulation dans les zones d'influence du corridor du bus rapide transit BRT semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Une annonce impopulaire, mais surtout réfutée par la population sénégalaise, si l'on en croit à notre interlocuteur. Je vois ça négativement. 75. Je vois ça négativement. Si on empêche aux camions de prendre le corridor du BRT, c'est pas normal car ils risquent de faire beaucoup de contours et c'est difficile. Si on les empêche l'accès du BRT, ils ne peuvent pas prendre les ruelles avec l'hivernage et les risques d'inondation. Franchement, c'est pas une bonne idée. Certains estiment que les charretiers, les pousse-pousse, de même que la circulation des véhicules de 3,5 tonnes, ne doivent pas être interdits de circuler sur le corridor du BRT. Les routes sont étroites. On doit d'abord enlever les voitures qui sont sur les trottoirs. Les taximans ne prennent même pas le temps de bien stationner pour prendre des clients. Et ça crée des embouteillages. Le BRT est cher. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer le ticket. Donc, qu'ils ne favorisent pas le BRT au détriment des autres. Ce sont des pères de famille, c'est avec leur boulot qu'ils gagnent leur vie. Donc qu'ils évitent certaines lois qui auront pour risque d'augmenter le taux de chômage. Les charretiers, on doit les aider à avoir les 3 roues au moins. Ils pourront mieux travailler car ce sont des pères de famille. Donc avant de parler de beauté sur l'axe du BRT, qu'ils pensent à ces chefs de famille. Ça risque d'être compliqué. Par exemple, un charretier qui quitte Hyacinthe Thiandoum pour aller à Liberté 6. Ça risque pour lui d'être trop compliqué pour faire le tour. Les chevaux aussi, on doit avoir pitié d'eux. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Pour ce doyen, s'ils étaient d'accord sur les principes durant l'élaboration du plan BRT, qu'on l'applique à la lettre. Si tel n'est pas le cas, qu'on a une compréhension douce pour trouver d'autres solutions. S'il avait prévu cette loi durant le plan du BRT, qu'il l'applique, sinon on les laisse faire leur travail. La loi est dure, mais comme je l'ai dit tantôt, j'espère que c'était prévu. Les charretiers, ceux qui conduisent des voitures de marchandises, ont de quoi nourrir leur famille. Grâce à ce qu'ils font, donc on pense à ceux qui sont derrière. Chacun de son côté essaie de gagner sa vie. Donc qu'on ne sacrifie pas certains au détriment des autres. C'est pas digne d'une autorité. Le préfet de Dakar avait annoncé la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation à Dakar qui consiste à interdire les charrettes, les pousse-pousse et les véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport de marchandises de 6h du matin à 21h à partir du lundi 29 juillet. Une annonce que beaucoup de Sénégalais ont fustigée qui demande aux autorités de ne pas trop privilégier le BRT au détriment des autres travailleurs sénégalais.
Sur l'international, le cessez-le-feu entra en vigueur à minuit le 4 août 2024. Selon un communiqué de la présidence angolaise, son application sera contrôlée par un mécanisme ad hoc qui existe déjà, mais qui sera renforcé. La décision a été prise à l'issue d'une discussion entre la ministre des Affaires étrangères congolaise et son homologue rwandais sous l'égide du gouvernement angolais. Selon toujours l'annonce de la présidence angolaise, le 30 juillet survient à seulement 3 jours de l'expiration de la trêve humanitaire obtenue par les États-Unis. Une trêve d'une durée totale de 2 mois qui n'a été que partiellement respectée puisque des combats se sont poursuivis pour des territoires de Massaci et de Rutshuru. Rappelons que Kinshasa a mis sur ce procès Luanda qui vise à faire discuter les parties prenantes. Le 24 juillet dernier, le président congolais s'en était pris à un autre processus selon celui de Nairobi qui doivent servir de cadre de discussion pour tous les groupes armés de l'Est de la RDC. Un processus quasiment mort selon l'ex-Tshisekedi. La faute selon lui à la mauvaise gestion du président kenyan William Ruto qui a pris fait et cause pour le Rwanda. Et puis au Moyen-Orient, après la frappe aérienne qui a tué son chef Ismaël Haniyeh et imputé à Israël des brigades Ezzedine Al-Hassan, la branche armée du Hamas a déclaré que l'assassinat du chef politique du mouvement islamiste palestinien aura des conséquences énormes pour la religion. Cet assassinat imputé à Israël fait passer la guerre à un nouveau niveau et aura d'énormes conséquences pour toute la région, ont déclaré dans un communiqué les brigades Ezzedine Al-Hassan, dont les membres sont engagés dans des combats avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza où Israël est en guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre dernier. L'occupation d'Israël est responsable de cet attentat et les États-Unis en portent également la responsabilité, a également déclaré un haut responsable du Hamas. À noter que le président iranien Massoud Pezeshkian a juré de lui faire regretter cet acte lâche. La République islamique d'Iran défendra son intégrité territoriale, son honneur, sa fierté et sa dignité et fera regretter aux envahisseurs terroristes leur acte lâche, a déclaré sur XM le président en rendant hommage à Ismaël Haniyeh, qualifié de leader courageux. Et pour terminer, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et son homologue américain Joe Biden se sont accordés hier lors d'un entretien téléphonique sur la nécessité de publier les résultats complets de la présidentielle de Venezuela. Le président sortant, Nicolás Maduro, a été annoncé réélu pour un 3e mandat, mais l'opposition dénomme une fraude massive et revendique la victoire de son candidat Edmundo González. Au moins 12 personnes sont mortes lors de manifestations anti-Maduro. Selon un communiqué publié par la Maison-Blanche, Joe Biden et Lula se sont accordés sur la nécessité que soient publiées immédiatement les données électorales complètes, transparentes et détaillées par bureau de vote par les autorités électorales vénézuéliennes. Lula et Joe Biden sont convaincus que l'issue de l'élection au Venezuela représente un moment essentiel pour la démocratie dans l'hémisphère et ils se sont engagés à rester en étroite coordination au sujet du Venezuela, a ajouté la Maison-Blanche, relevant que Joe Biden a remercié le président Lula pour son leadership sur ce dossier. Bienvenue en sport. Les qualifiés pour la 2e demi-finale seront éliminés ce mercredi à l'issue des rencontres entre El Hadji Badiane et Disso du Stadium Lat Dior du Thiès et le Duc à Golf HBC au jardin public de Rufisque. Après le choc majeur entre les 2 finalistes de la dernière édition, remporté par Diamono face au tenant du titre Djadji Sarr, cette rencontre mettra en scène 2 adversaires à égalité au nombre de victoires 1 partout après 2 matchs cette saison. Toutefois, ce quart de finale qui servira de belle promet d'être une histoire tout autre. Toutes les formations aspirent à passer et cette confrontation s'annonce aussi rude que celle de leur dernière opposition, remportée de justesse par les pensionnaires de l'UCAD Disso, qui a été éliminé en quart la saison précédente par le futur vainqueur Djadji Sarr et double vainqueur en 2021-2022, se rendra à Thiès pour affronter El Hadji Badiane de Mbour, les filles de Wahinan Nimzat qui vont profiter de l'arrivée de Ndilan Sarr
partent largement favorites. Il convient de rappeler qu'Adjamono, vainqueur Djadissar 27-25 et Gatson Berger, qui a difficilement éliminé le Saltigué de Rufisque 28-26, se rencontreront pour la première demi-finale. Et puis football, jour 2024, le Maroc et l'Égypte vont valider leur ticket pour les quarts de finale au tournoi olympique de football après leur victoire respectivement sur Irak 3-0 et l'Espagne 2-1. La Guinée et le Mali sont éliminés après leur défaite face aux États-Unis 3-0 et le Paraguay 2-1. Un classement qui permet d'éviter pour l'instant l'équipe de France qui héritera de l'Argentine en quart de finale. Les Marocains, eux, défieront les Américains qui ont été sans pitié face à la Guinée, sèchement battus 3-0. Les hommes de Kaba Diawara qui ont débarqué en France avec de l'ambition ont subi 3 revers en 3 matchs avec 6 buts encaissés et un seul marqué. Les regrets seront pour les Maliens battus par le Paraguay alors qu'ils devraient impérativement gagner pour espérer aller en quart. Les Aiglons ont monté beaucoup de potentiel lors de leurs 3 matchs de poule qui ont marqué d'efficacité dans les 2 surfaces à l'image de leur premier match contre Israël qu'ils ont dominé. L'Égypte de son côté a également décroché la première place de son groupe après son exploit devant l'Espagne 2-1. Les jeunes pharaons ont profité du talent de leur attaquant Ibrahim Adel, joueur de Pyramide FC pour dompter la petite Roja en doublé du jeune joueur de 23 ans, 40e minute et 60e minute a assuré la première place à l'Égypte même si les Espagnols déjà qualifiés avant cette journée évoluaient avec une équipe remaniée. L'Égypte jouera contre le Paraguay en quart de finale. Et pour terminer en basketball, toujours en jeu 2024, les États-Unis continuent de faire office de favoris aux Jeux Olympiques de Paris après une entrée en lice remarquée face à la Serbie. Une large victoire 110-84 dimanche dernier grâce à un Kevin Durant remarquable. Les Américains affrontent ce mercredi 31 juillet le Soudan du Sud au stade Pierre Mauroy à l'île LeBron James. Le porte-drapeau de la délégation américaine et ses coéquipiers devront se méfier de l'équipe africaine victorieuse de Porto Rico 90-79 lors de son match d'ouverture et en pleine confiance le 20 juillet dernier. La team USA n'avait battu que d'un seul petit point 100-100 son adversaire du jour sur le gong, une répétition qui avait déjà le goût d'un match olympique.